Je ne vais pas perdre mon temps et vous faire perdre votre temps à commenter le premier anniversaire de la guerre Ukraine-Russie. Suffisamment de sites internet et d'émissions de télé ont été consacrés à ce premier triste anniversaire de cette guerre fratricide qui est à l'avantage naturellement de personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur, ça n'est pas tellement le passé. En parlant du futur, je souligne quand même que c'est le 11 décembre 2021 que j'ai annoncé sur cette chaîne pourquoi Poutine allait envahir l'Ukraine, pourquoi et comment. J'étais un des rares à y croire et à l'avoir annoncé. Je n'ai pas beaucoup de mérite parce que les renseignements américains de toute façon avaient déjà donné beaucoup d'informations sur ce sujet, notamment en expliquant que l'armée russe s'était fait livrer à la frontière les poches de sang et s'était fait livrer aussi un certain nombre de munitions et un certain nombre de... c'était préparé en fait à cette attaque, donc il était bien évident que la guerre allait se déclencher, mais les raisons politiques fondamentales, il fallait aussi les expliciter, ce que j'avais fait. J'avais également, c'était le 11 et 22 mars 2022, expliqué les suites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur, je le dis, je le répète, notamment les suites selon lesquelles peut-être que quelqu'un comme Kadyrov pourrait prendre le relais et la succession de Vladimir Poutine. À l'époque, je me suis fait copieusement insulter. N'empêche qu'il y a 15 jours, il a expliqué que dans une interview à grande diffusion, que non, il ne prendrait pas la succession de Poutine. Mais alors pourquoi on lui pose la question ? Voilà, il faut réfléchir à cela. Également, j'avais expliqué que les ukronazis pourraient prendre la succession de Zelensky en Ukraine. Encore une fois, dans le futur, on parle d'ici à quelques années. Là aussi, malheureusement, plus le temps passe, plus les faits me semblent me donner raison. Je reviendrai sur ce sujet. Le sujet de cette vidéo, c'est surtout une de mes dernières lectures, qui est le livre coécrit par Benoît Billan et Jean Lopez, Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif qui a été développé, qui est cette théorie militaire développée par Alexandre Zvietchine, grand théoricien militaire soviétique dans les années 20, dans les années 30, donc dans les années terribles, dans les années, on va dire, terribles du stalinisme, année au cours de laquelle l'Union soviétique se préparait de toute façon à une guerre inéluctable tôt ou tard contre l'Occident, guerre qui sera déclenchée le 22 juin 1941 par Adolf Hitler lors de l'opération Barbarossa. Alors, ce livre est très intéressant à beaucoup d'égards. Alors, c'est un dialogue, c'est un livre dialogue. Jean Lopez, grand historien, qui joue le rôle de Candide, qu'il ne faut pas confondre avec Jean Sévilla. Lors d'une conférence, on me l'a confondu avec Jean Sévilla, l'auteur de Historiquement Incorrect, notamment, toujours aux éditions Perrin. Donc, je vous recommande chaudement Historiquement Correct. Là, il s'agit de Jean Lopez. Alors, Benoît Billan commente effectivement Stratégia, je ne sais pas comment on le dit en russe, l'œuvre de Zvietchine. Pour être synthétique, la tactique, ça consiste pour les militaires à apporter des solutions techniques à des problèmes techniques. Donc l'aviation armée est une solution, le char, la pièce d'artillerie, le fusil d'assaut, etc. Mais également comment opérer les troupes sur le champ de bataille, comment les commander, comment les coordonner, comment les approvisionner, etc. Donc ça c'est la tactique. La tactique, elle est donc doit être dans les mains strictement des militaires, et quand les politiques se mêlent de tactique, en général ça vire à la catastrophe. Et la stratégie, elle doit être fondamentalement politique. La stratégie, c'est par exemple quel régime politique je veux pour le pays, pour le pays que j'attaque, par exemple. Alors c'est quelque chose qui a manqué dans les guerres récentes. On l'a vu notamment en Libye, par exemple, l'échec de la Libye. On a tombé le colonel Kadhafi, mais pour remplacer par quoi ? Pour remplacer par on n'avait pas de projet politique, il n'y avait pas d'objectif stratégique. Pareil pour la guerre en Irak. Saddam Hussein a été tombé, mais alors quel est l'objectif stratégique? On ne l'avait pas. Et quand on regarde les guerres du passé, par exemple lors de la guerre de Cannes, guerre de Carthage contre Rome en 216 avant Jésus-Christ, le grand général Hannibal, lors de la bataille de Cannes, a détruit à 100% l'armée romaine, et pourtant Carthage a perdu la guerre, et Hannibal a perdu la guerre contre Rome. In fine, lors de la guerre de 100 ans, par exemple, nous avions eu les Anglais qui ont gagné toutes les batailles, les pauvres soldats et chevaliers français se sont fait à chaque
fois découpé à presque totalité à chaque bataille de la guerre de 100 ans, et pourtant les Anglais finissent par perdre la guerre de 100 ans, sous le roi Charles VII. Charles VII le bien servi par Jeanne d'Arc au début de son règne, servi par Jacques Cœur à la fin de son règne. Il faut dire que dans le même temps, une guerre dynastique s'était déclenchée en Angleterre, c'est la guerre des Deux Roses qui opposait la maison de York et de la maison de Lancastre. Mais il n'en est pas moins vrai que quand on n'a pas de projet politique, eh bien, l'objectif stratégique ne peut pas être atteint s'il n'existe pas. C'est la conclusion qu'on peut tirer. On peut également citer Napoléon, sur une période un peu plus récente où Napoléon gagne toutes les batailles contre l'Autriche, contre la Prusse, contre tous ses ennemis coalisés, les uns après les autres, et il finit quand même par perdre la guerre. Et même s'il avait gagné à la bataille de Waterloo, il aurait de toute façon fini par perdre la guerre parce que son projet politique était tout simplement inexistant. Quand on regarde la guerre en Ukraine, alors effectivement le bouquin parle aussi de cette guerre en cours en Ukraine. L'objectif stratégique de Zelensky, autant on peut critiquer tout ce qu'on veut sur Zelensky, mais il y a un objectif stratégique qui est clair, qui est de récupérer la totalité du territoire ukrainien reconnu internationalement. L'objectif stratégique de Poutine, on a beaucoup plus de mal à le déterminer, à le comprendre. Au départ, c'était prendre au moins une grosse moitié de l'Ukraine, donc Kiev, Kharkov, Odessa, et puis aujourd'hui, alors c'est peut-être un objectif un peu moins ambitieux, c'est uniquement les 4 oblasts qui ont été annexés, sur lesquels il y a eu des référendums. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est au contraire résister à une avancée et éviter que l'Ukraine s'empare d'un certain nombre de territoires russes ? On ne sait pas. L'objectif, en tout cas, Poutine aujourd'hui, il peut faire des discours de 2 heures qui sont très très bien faits. C'est incontestable. Ça prouve que les rumeurs selon lesquelles il aurait 4 cancers et 3 maladies d'Alzheimer sont complètement bidons. Ça, c'est un fait. Par contre, ça donne pas pour autant d'objectifs stratégiques. Et s'il n'existe pas d'objectif stratégique, la Russie aujourd'hui peut remporter toutes les batailles, elle peut remporter 10 Bakhmut à la suite. À la sortie, la guerre ne sera pas gagnée, parce que gagner la guerre c'est une chose, gagner les batailles c'est une chose, après derrière il faut gagner la paix. Alors c'est le reproche qu'on peut faire un petit peu au bouquin, c'est qu'il n'insiste pas suffisamment sur le fait que la décision stratégique doit vraiment relever du politique à 100% et jamais du militaire. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie militaire. Et par contre, la tactique, elle doit relever strictement des militaires. La tactique est naturellement l'art opératif. Et l'art opératif, donc là, qui est très bien expliqué dans le bouquin, qui est l'enchaînement des opérations militaires qui permettent, in fine, d'aboutir aux résultats politiques commandés, finalement, par le commandant en chef, par les politiques. Par exemple, en 1943, lors de la conférence de Casablanca, les Alliés ont décidé que l'objectif politique de la Seconde Guerre mondiale, c'était la reddition sans condition du Japon, la reddition sans condition de l'Allemagne hitlérienne, et éventuellement le retournement, et même pas éventuellement, le retournement de l'Italie, ce qui va se faire d'ailleurs en septembre 1943, lorsque le Grand Conseil du fascisme va faire arrêter Mussolini et déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Ensuite, l'Allemagne va envahir l'Italie et il y aura une terrible guerre donc en Italie. Mais les objectifs stratégiques ont été atteints, mais déjà ils avaient le mérite au moins d'exister. Lorsque j'en ai parlé à l'instant, Adolf Hitler le 22 juin 1941 attaque l'Union soviétique, quel est son projet politique pour la Russie ? Qu'est-ce qu'il va faire des Russes ? Qu'est-ce qu'il va faire de la Russie ? Les choses sont pas claires d'un point de vue politique, même si effectivement l'opération Barbarossa, initialement, c'est un succès militaire, puisque les Russes sont 3-4 fois plus nombreux que les Allemands le 22 juin 1941, et à la fin de 1941, l'armée russe a été très largement détruite. Alors l'armée allemande, elle a été très largement détruite aussi au passage, parce qu'effectivement c'est une guerre qui a duré beaucoup plus longtemps, déjà qui avait duré plus de 6 mois, alors que Hitler tablait plutôt sur une guerre de 3-4 mois. Donc voilà, on a un peu le même schéma aujourd'hui malheureusement entre la Russie et l'Ukraine. La guerre semble durer, et à mon avis elle va durer encore quelques années. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le bouquin, que je vous recommande chaudement si vous vous intéressez aux questions de stratégie, aux questions d'art opératif, aux questions militaires. C'est extrêmement riche, aux éditions Perrin. C'est extrêmement sérieux, c'est super bien fait. J'ai vu qu'il y avait 4 étoiles sur Amazon. Je pense que ça les mérite largement, de 4 étoiles et demi. C'est la note que je donnerai aussi de mon côté.
Alors, en ce qui concerne la Biélorussie, alors j'en avais déjà un peu parlé dans mes vidéos précédentes sur la guerre Ukraine-Russie. La Biélorussie, c'est un cas très intéressant. Parce que si Poutine finit par vaincre l'Ukraine, on va dire, allez, il arrive à conquérir ces 4 oblasts, voire aller sur Kharkov, voire aller sur Kiev, et puis de s'emparer de toute l'Ukraine, voire même de la Moldavie, parce que Medvedev a dit que on allait aussi croquer la Moldavie, qu'après tout, allez, on allait refaire une bonne partie de l'URSS ou de la Russie des tsars, de la Russie ancestrale. Donc admettons qu'ils réussissent d'un point de vue militaire, d'un point de vue strictement tactique, et qu'ils remportent toutes les batailles, voilà, pourquoi pas. La Biélorussie sera la prochaine à être croquée, hein, puisqu'il s'agit aussi de réunir la Biélorussie. Et si le Poutine échoue en Ukraine, eh bien c'est la même chose. La Biélorussie sera également croquée, parce qu'il faudra bien un lot de consolation. Alors les Biélorusses qui sont pas fous, ils le savent, et de la même manière qu'il existe un nationalisme ukrainien, il existe un nationalisme biélorusse. Alors on va me dire, oui, mais il y a un siècle, à l'époque des tsars, il n'y avait pas l'Ukraine, il n'y avait pas la Biélorussie, tout ça c'est des inventions récentes de l'URSS, ou sauf que entre-temps, ces pays-là ont existé pendant quelques décennies, pendant quelques années, et un nationalisme est né, une identité est née. Et aujourd'hui, les Biélorusses, bien qu'ils parlent russe, bien qu'ils soient très proches à beaucoup d'égards de la Russie, et ils sont très dépendants de la Russie en plus sur le plan économique, même beaucoup plus que l'Ukraine, et puis c'est un pays bien plus petit que l'Ukraine, et seulement 10 millions d'habitants, donc on pourrait penser qu'il allait être croqué, qu'il pourrait être croqué assez facilement et assez rapidement, sauf qu'il existe un nationalisme biélorusse. Et les Biélorusses, ceux qui sont pas fous aujourd'hui, réfléchissent, donc je parle des militaires, je parle de Loukachenko, je parle du gouvernement, de la tête de la Biélorussie jusqu'au petit peuple biélorusse. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe si les Russes débarquent, s'ils s'emparent de Minsk, s'ils s'emparent de nos villes, s'ils s'emparent de nos villages, comment on réagit, comment on procède. Et donc là, c'est peut-être le prochain combat. Donc je répète, moi ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est pas de commenter l'actualité, on n'est pas sur une chaîne, on n'est pas sur BFM, on n'est pas sur LCI, le fil de l'actualité ne m'intéresse pas outre mesure. Moi, je me projette, un petit peu dans le futur. Le futur, c'est que la Russie, de toute façon, croque la Biélorussie. Et les Biélorusses le savent. Donc, conclusion, la guerre Ukraine-Russie risque de durer un certain temps. La guerre avec la Biélorussie, elle risque de se déclencher. Alors, autre remarque sur le bouquin, sur Entretien sur l'art opératif. Alors, l'art opératif, je vous ai expliqué, c'est l'art d'enchaîner les opérations pour aboutir à la victoire finale. Ça, c'est un fait. Mais je trouve que le bouquin n'insiste peut-être pas suffisamment sur un aspect nouveau de cette guerre, que sont les drones, que sont les manpads aussi, qui ont détruit un très grand nombre de chars, y compris des chars T-90, qui sont des chars modernes, qui ont été diffusés à partir de 1990, comme le nom l'indique, et donc qui sont l'équivalent russe du M1 Abrams, ou du Léopard 2, ou du char Leclerc. Sur le papier, en tout cas, ce sont des chars qui sont à ce même niveau sur le plan technique. Ils ont été presque intégralement détruits lors des différentes attaques et lors de l'offensive initiale de la Russie contre l'Ukraine. Alors il serait intéressant de voir comment vont se comporter les chars Abrams que les États-Unis vont livrer, sont en train de livrer à l'Ukraine, des chars Abrams, des chars Léopard, des chars anglais Challenger, également des véhicules blindés de première ligne de type AMX-10, le AMX-10 français avec son canon de 105 mm, mais également les Bradley, les Bradley américains, donc ils vont livrer là aussi, il y aura à peu près une centaine de blindés de première ligne, plus une centaine de chars de combat de type M1 Abrams et Léopard et autres. Donc ça sera intéressant de savoir comment cette offensive que va lancer tôt ou tard de toute façon l'Ukraine, parce qu'ils veulent récupérer des territoires, comment ils vont réagir face aux manpads russes, parce que les Russes en face ils ont du RPG-7, ils ont du RPG-9, ils ont aussi des manpads. Donc comment ça va se passer, et si effectivement ces chars occidentaux, ces chars occidentaux sont détruits assez facilement au combat, ça annonce peut-être la fin des chars. Donc là il y a une petite réflexion aussi sur le plan tactique qui est pas trop développée dans le bouquin, mais je pense que cette guerre, de la même manière que la guerre du Vietnam a vu l'arrivée des AK-47, les Kalachnikov à très grande échelle. Les Américains au début des années 60 n'étaient pas prêts, ils avaient des fusils, mais ils ont dû développer le M16 justement pour s'opposer et pour faire face à l'AK-47. Le fusil d'assaut, je le rappelle, l'avantage, c'est que c'est l'avantage du fusil, donc c'est un fort calibre et qui peut tirer à grande distance, à relativement grande distance, et en même temps, il a l'avantage de la mitraillette, c'est-à-dire la cadence de tir.
Donc ça, c'est la guerre du Vietnam. La guerre d'Afghanistan, dans les années 80, a vu apparaître les Stinger, donc qui permettent d'aller taper à 5 km des aéronefs, des hélicoptères, des avions, et là, ça a changé un petit peu la donne sur le terrain. Et aujourd'hui, en Ukraine, on voit apparaître effectivement à très grande échelle les manpads, donc anti-chars utilisés à très grande échelle, et puis les drones, les drones d'observation et drones de combat. Et c'est la grande leçon qu'on peut tirer de cette guerre, on va dire, c'est un peu le triomphe du paramilitaire, si j'ose dire, c'est-à-dire de troupes qui sont motivées, qui sont un petit peu idéologisées, qui sont peut-être des ukronazis dans un certain nombre de cas, c'est pas exclu, mais qui disposent de moyens relativement légers, mais capables de faire des dégâts considérables. Parce qu'avec un missile, je crois que le Javelin est à 40 000 $, hein, la munition. La munition à 40 000 $, mais le char qu'on va taper, il est à 15 millions de dollars. Hein, un T-90, c'est du 10-15 millions de dollars. Donc c'est sûr que d'un point de vue économique, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Bah c'est pas inintéressant, encore une fois, d'un point de vue tactique. Et puis ça se transporte à dos d'homme, ça se transporte dans un coffre de bagnole ordinaire. Donc il n'y a pas besoin d'une très grosse logistique pour transporter ce type de munitions, ce type d'armes sur le terrain et faire un dégât considérable. C'est la leçon qu'on peut tirer. Donc je reviendrai sur ces sujets, hein, sur ces sujets tactiques, sur ces sujets de stratégie, sur ces sujets militaires. En attendant, je vous invite chaudement à lire Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif, c'est très instructif. Si cette vidéo, naturellement, n'a pas été suffisante pour satisfaire votre curiosité, et j'espère qu'elle n'a pas été suffisante, car il faut toujours lire les bons bouquins. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.